Comme son nom l'indique, on fera de la régression non linéaire lorsqu'on a des raisons de suspecter que la relation entre un prédicteur de type scale et une variable dépendante de type scale n'est pas linéaire. Dit autrement, on fera ce type de régression lorsqu'on a des raisons de penser que la droite n'est pas le meilleur moyen de résumer la relation qui existe entre la VI et la VD. Bien sûr, on pourrait envisager une infinité de relations non linéaires, mais dans le cadre de ce cours, on va se contenter de deux types de relations possibles. La représentation en haut à gauche représente une relation purement quadratique entre une VI et une VD. Toutes les représentations, ici en bas à droite, représentent des relations qui sont à la fois linéaires et quadratiques. On parle de relations purement quadratiques lorsque la structure de la relation entre le prédicteur et la VD suit une forme parabolique. Dans ce cas, on observe que, au départ, lorsque le score du prédicteur augmente, le score de la VD tend à augmenter également, jusqu'à un certain point où la courbe va changer de direction, si bien que si on continue à augmenter le score du prédicteur, le score de la VD va diminuer. On a donc là une relation qui n'est clairement pas monotone, puisque la relation entre le prédicteur et la VD est parfois positive et parfois négative, suivant la valeur du prédicteur. En quatrième secondaire, vous avez certainement eu des cours de mathématiques dans lesquels on a abordé les fonctions, et vous avez dû voir à ce moment-là que ce type de relation parabolique est défini par une équation de type y égale x carré. Je vais vous le montrer en m'aidant d'un logiciel qui s'appelle R. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce logiciel et il est très intéressant à apprendre à maîtriser si vous souhaitez vous diriger vers la recherche plus tard. Mais en attendant, dans le cadre de ce cours, je vous rassure tout de suite, il n'est absolument pas attendu de vous que vous maîtrisiez ce logiciel. Je vais simplement l'utiliser puisqu'il va me permettre de démontrer quelque chose qui sera important pour la suite de ce TP. À travers cette première ligne, je vais définir le domaine de définition de ma fonction. Imaginons que le prédicteur puisse prendre tous les scores compris entre moins 1000 et plus 1000. C'est ce que je définis ici. Je vais maintenant envisager une variable dépendante, que je vais appeler y1, qui soit telle que ces scores soient exactement égaux au carré des scores du prédicteur. Voilà ce que je fais ici à travers cette deuxième ligne. Et bien à présent, si je représente la relation qui existe entre le prédicteur et la variable dépendante, voilà ce que ça donne. On a bien une relation qui est clairement parabolique entre le prédicteur et la variable dépendante. Et plus précisément, lorsque la courbe va dans ce sens, on parlera de relation quadratique positive. Cette relation n'est donc clairement pas linéaire, mais je vais pouvoir me débrouiller pour me retrouver avec une relation linéaire. Et pour ce faire, je vais simplement élever au carré les scores de mon prédicteur. Si je crée un prédicteur que j'appelle x2, qui soit-elle que ces scores sont exactement égaux au carré des scores du prédicteur d'origine x, eh bien à présent, si je représente la relation entre ce nouveau prédicteur et ma variable dépendante, voilà ce que j'obtiens, une relation qui est toujours positive, mais cette fois parfaitement linéaire. Imaginons que j'envisage cette fois une relation quadratique négative entre mon prédicteur d'origine x et ma variable dépendante. Je vais créer donc une nouvelle variable dépendante y2, dont les scores seront égaux à l'opposé du carré des scores du prédicteur, comme je viens de le faire ici. Et à présent, si je représente la relation qui existe entre mon prédicteur x et ma nouvelle variable dépendante y2, je vais obtenir une courbe qui ira dans le sens inverse de tout à l'heure. Voilà le résultat ici. Et comme je viens de le dire, on parle cette fois de relation quadratique négative. Eh bien, exactement comme tout à l'heure, si la relation entre mon prédicteur et ma variable dépendante est de type quadratique, je pourrais observer que la relation entre le prédicteur élevé au carré, que j'avais créé tout à l'heure et qui s'appelait x2, et ma variable dépendante, sera parfaitement linéaire. Cette fois, on observe une relation négative linéaire. Tout ceci vous amène à comprendre que si vous vous attendez à observer une relation quadratique entre le prédicteur et la variable dépendante, pour pouvoir traiter le problème comme on le fait lorsqu'on fait une régression linéaire, il suffit d'élever au carré le prédicteur. On le fera un petit peu plus tard à travers un exemple, mais avant d'en arriver là, je vais vous parler d'un autre type de relation qui va nous intéresser, à savoir les relations qui sont à la fois linéaires et quadratiques. On parlera de relations à la fois linéaires et quadratiques lorsqu'il y a une tendance à une relation soit positive, soit négative sur tout le domaine de définition, mais qui ne peut pas être résumée par une droite. Si je prends ce graphique en haut à gauche, ici par exemple, je constate qu'il y a une tendance positive, c'est-à-dire que globalement, lorsque le score du prédicteur augmente, le score de la VD va augmenter également, mais pas de manière constante sur tout le domaine de définition.
On pourrait imaginer par exemple qu'on étudie le score à l'examen de statistique sur base du temps d'étude et qu'on réalise que les premières heures d'étude ne sont pas particulièrement rentables en ce sens qu'il faut dans un premier temps passer pas mal de temps à intégrer des concepts et à comprendre des petits détails pas forcément évidents, mais qu'une fois qu'on a dépassé ces premières heures un peu frustrantes, plus on va étudier, plus le score va avoir tendance à augmenter de manière exponentielle. Si je regarde ce graphique-ci en bas à gauche, il y a aussi une tendance à la relation positive, mais qui ne se présente pas de la même manière, puisque cette fois, on voit que la courbe est incurvée dans l'autre sens. On pourrait imaginer par exemple que dormir augmente le taux d'éveil jusqu'à un certain point. Donc au départ, si je ne dors pas, mon taux d'éveil est très bas. Plus je vais dormir, plus mon taux d'éveil va avoir tendance à augmenter, jusqu'à un certain point où finalement dormir plus n'améliorera plus le taux d'éveil et pourrait même devenir contre-productif. Si vous dormez trop d'heures par nuit, vous ne serez pas forcément en forme en vous réveillant. On va partir d'un exemple afin d'illustrer toutes les étapes de la régression non linéaire et vous verrez que c'est relativement similaire à ce qu'on avait déjà fait l'année dernière lorsqu'on avait fait des régressions linéaires et à ce qu'on a fait dans la vidéo précédente lorsqu'on a fait des régressions modulées. On va commencer par décortiquer cet énoncé. On y dit qu'un chercheur étudie les réactions de la peau face à l'exposition aux rayons du soleil. Autrement dit, il veut voir quelles sont les fluctuations dans les réactions de la peau par rapport au prédicteur exposition aux rayons du soleil. Il considère que sa variable dépendante est la production de mélanine et que donc le prédicteur est le temps d'exposition. La dernière phrase donne une indication relative à ses attentes en termes de relation entre l'exposition et la production de mélanine, et il est spécifié qu'il s'attend à ce que la production s'accélère lorsque le temps d'exposition augmente. Il ne s'attend donc pas à une augmentation de production qui est constante à mesure que le temps d'exposition augmente, il pense que la production va s'accélérer. Et ça, c'est l'indicateur du fait qu'il s'attend à une relation qui est à la fois linéaire et quadratique. Comme toujours, on va commencer par clairement spécifier quelles sont les hypothèses de recherche. Et c'est grâce à cette dernière phrase qu'on va pouvoir définir ces hypothèses. Une fois que ce sera fait, nous allons préparer comme il faut la base de données. Je viens d'expliquer, en utilisant R, que lorsque la relation n'était pas linéaire entre le prédicteur et la variable dépendante et qu'on avait des raisons de suspecter la présence d'une relation quadratique, il convenait d'élever le prédicteur au carré. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans la base de données. Et comme je l'ai expliqué également, si la relation entre le prédicteur d'origine et la VD n'est pas linéaire, la relation entre notre prédicteur élevé au carré et la VD est cette fois bien linéaire. Et c'est pour cette raison qu'on pourra se permettre de passer par le menu de la régression linéaire pour tester notre hypothèse. Avant de réaliser le test en tant que tel, on est censé vérifier les conditions d'application. Et comme je viens de dire qu'on allait passer par le menu de la régression linéaire, ce sont bien les conditions d'application de la régression linéaire que vous êtes censé vérifier. Je ne le ferai pas avec vous puisque cela est censé être acquis depuis l'année passée. N'hésitez pas cependant à le refaire par vous-même. Vous verrez que dans le corrigé, on a bien détaillé tout ce qui concerne les conditions d'application. Après avoir réalisé le test, après avoir pris le temps de vérifier les conditions d'application, on est censé interpréter les outputs fournis par le logiciel, savoir les retranscrire aux normes épiées, ainsi que les interpréter en français. Voilà donc tout ce qui vous attend pour les minutes qui vont suivre. Commençons par nos hypothèses, et à cette fin, rappelez-vous que lorsqu'on fait de la régression, on passe toujours par deux étapes. Dans un premier temps, on va faire ce qu'on appelle le test du modèle global, dans lequel on va déterminer si la combinaison de tous nos prédicteurs permet de faire des meilleures prédictions qu'un modèle n'incluant aucun prédicteur. Et si ça s'avère être le cas, alors on fera des tests d'un prédicteur au-delà des autres. Pour chacune de ces deux étapes successives, on va définir des hypothèses. Commençons par le test du modèle global. Et pour rendre les choses un petit peu plus claires, on va mettre les hypothèses en lien avec les modèles compacts et augmentés. On a vu qu'on s'attendait à une relation à la fois linéaire et quadratique entre le prédicteur exposition et la production de mélanine. Pour traduire la composante linéaire de la relation entre l'exposition et la mélanine, je vais prévoir un coefficient qui se rapportera au prédicteur exposition tel que vous le faites depuis l'année passée déjà. Pour la composante quadratique de la relation entre l'exposition et la mélanine, je vais créer dans ma base de données un prédicteur dont les scores seront égaux au carré des scores du prédicteur exposition d'origine. Le modèle augmenté contiendra donc trois paramètres, β 0, le coefficient de régression partielle qui se rapporte à la composante linéaire de la relation et le coefficient de régression partielle qui se rapporte à la composante quadratique de la relation. Je vais comparer ce modèle augmenté à un modèle compact n'incluant qu'un seul paramètre, β 0,
Et comme vous le savez, dans le modèle compact, bêta 0 est toujours égal à la moyenne de la variable dépendante. Si aucun de mes prédicteurs ne permet de réduire l'erreur de prédiction, dans ce cas-là, je privilégierai le modèle compact. Cela revient à dire que tous les coefficients de régression partielle associés à chacun de mes prédicteurs est exactement égal à 0. Au contraire, si au moins un des coefficients de régression partielle du modèle augmenté est significativement différent de 0, cela voudra dire que le modèle augmenté est meilleur que le modèle compact, puisque au moins un des prédicteurs qui le composent permettra significativement de réduire l'erreur de prédiction. Et voilà ce qui nous amène à définir nos hypothèses nulles et alternatives. L'hypothèse nulle, qui correspond au cas de figure où aucun de mes prédicteurs n'apporte significativement quelque chose au modèle, consiste à dire que bêta 1 égale bêta 2 égale 0. Et l'hypothèse alternative est que au moins un des coefficients de régression partielle est significativement différent de 0. Au niveau du test du modèle global, on définira toujours des hypothèses de type bilatéral. Par contre, au niveau des tests d'un prédicteur au-delà des autres, il sera possible de définir des hypothèses de type unilatéral si on a des bonnes raisons de penser qu'une certaine composante de la relation est soit positive, soit négative. Vous avez déjà brièvement pu constater que lorsqu'on étudie des relations qui sont à la fois linéaires et quadratiques, eh bien la relation pourra prendre 4 formes distinctes que je représente ici. Dans ces deux représentations à gauche, on observe que globalement, dans l'ensemble, lorsque le score du prédicteur augmente, le score de la variable dépendante tend à augmenter également. Dans ce cas-là, on parlera d'effet linéaire positif. Si on s'attend à ce que la structure de la relation entre la variable dépendante et indépendante prenne une de ces deux formes, on posera comme hypothèse que le coefficient de régression partielle associé à la composante linéaire de la relation entre la VI et la VD soit positif. Au contraire, si l'on s'attend à ce que la structure de la relation entre la VI et la VD prenne l'une de ces deux formes ici, montrant une tendance générale au fait que lorsque le score du prédicteur augmente, le score de la VD tend à diminuer, eh bien, on définira comme hypothèse, pour le coefficient de régression partielle qui se rapporte à la composante linéaire de la relation, que le coefficient doit être strictement inférieur à 0. Au niveau de la composante quadratique, si nos attentes soient que la courbe soit concave vers le haut, tel que c'est le cas sur les deux représentations du dessus, alors on posera comme hypothèse que le coefficient de régression partielle associé à la composante quadratique de la relation devra être positif. Si au contraire, on s'attend à ce que la courbe soit concave vers le bas, tel que c'est le cas sur les deux représentations ci-dessous, eh bien à ce moment-là, on posera comme hypothèse que le coefficient de régression partielle associé à la composante quadratique de la relation soit négatif. D'après notre énoncé, on s'attendait à ce que la production de mélanine s'accélère lorsque le temps d'exposition augmente. Autrement dit, on s'attend à une structure qui prenne ce type de forme, où, quoi qu'il arrive, l'exposition augmentant, le score de mélanine augmente également, mais ce, de manière non linéaire, puisqu'on pense que, à mesure que le temps d'exposition augmente, la production de mélanine va s'accélérer. Cela correspond à cette représentation-ci, parmi les 4 que j'ai exposées tout à l'heure, et donc je vais m'attendre à ce que tant le coefficient de régression associé à la composante linéaire de la relation que le coefficient associé à la composante quadratique de la relation soit positif. Et voilà qui définit mes hypothèses alternatives. Comme vous le savez, on définit toujours les hypothèses nulles par opposition aux hypothèses alternatives, et donc si mes deux hypothèses alternatives sont que les coefficients β1 et β2 soient plus grands que 0, les hypothèses nulles seront que les coefficients β1 et β2 soient inférieurs ou égaux à 0. Puisqu'on sait enfin exactement ce qu'on va vouloir tester, on peut se rendre dans Jamovi et ouvrir le fichier exercice3.omv, et on va correctement préparer la base de données en vue de la régression non linéaire. Nous allons créer un nouveau prédicteur dont les scores seront égaux au carré du prédicteur exposition. Je double-clique sur la zone grisée pour prévoir une nouvelle variable dont les scores seront une transformation linéaire des scores de la variable exposition, ce qui m'amène à sélectionner New Computed Variable. Je vais appeler ma variable expo2, vous pouvez lui donner n'importe quel nom tant que ça vous permet de comprendre qu'il s'agit de coefficient exposition élevé au carré, et vous pouvez introduire l'expression exposition double astérisque, ce qui signifie
élevé à une certaine puissance et rajouter le symbole 2 derrière. Voilà comment on note exposition au carré dans Jamovi. Si jamais vous ne vous souvenez pas de cette notation, vous pouvez toujours vous rendre ici dans l'aide à fonction. Vous verrez qu'il y a plusieurs propositions. Et si jamais vous avez vraiment des difficultés à vous en sortir avec tout ça, n'oubliez pas qu'un nombre élevé au carré est un nombre multiplié par lui-même. Vous pouvez donc très bien également écrire exposition fois exposition. Tout ça fonctionnera parfaitement. J'appuie sur Enter, je ferme ceci, et voilà mon nouveau prédicteur qui est créé. J'ai à présent ma variable dépendante et deux prédicteurs que je vais simultanément introduire dans le menu de la régression linéaire, et ce en vue de tester la relation à la fois linéaire et quadratique. Je me rends dans le menu de la régression que normalement maintenant vous connaissez bien. Je place la mélanine en variable dépendante et mes deux prédicteurs dans la zone covariates. N'oubliez pas, lorsque nos prédicteurs sont de type continu, c'est toujours bien dans la zone covariates qu'on va les placer. Exactement comme vous avez l'habitude de le faire, je vais sélectionner toutes les options. Je vais me rendre dans Assumption Checks, ce qui va me permettre de vérifier toutes les conditions d'application que vous connaissez déjà. Donc comme vous le savez, on va cocher toutes les options. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas analyser ces sorties avec vous, sauf pour une des conditions, celle du diagnostic de collinéarité, qu'on détecte à travers les vifs. Ici, il va de soi qu'il y a une présence de collinéarité, dans la mesure où le prédicteur exposition au carré est le carré du prédicteur exposition. Donc forcément, il y aura une corrélation linéaire parfaite entre les deux prédicteurs. Ceci dit, c'est inhérent à la méthode de calcul. On n'a malheureusement pas le choix. Ce qu'il faudra donc vérifier, c'est toutes les autres conditions d'application. Et pour cela, je vous laisserai le faire par vous-même, mais je vous préviens quand même, toutes les conditions sont OK, c'est d'ailleurs pour ça que je me permets de passer à la suite sans les vérifier. Dans la zone Model Fits, je vais cocher F-Test pour avoir le test du modèle global qui va apparaître dans ma sortie Model Fit Measures. Et dans Model Coefficients, je vais cocher l'ANOVA Test qui va me donner les résultats redondants avec la sortie Model Coefficients. C'est juste pour vous rappeler le lien qui existe entre ces deux sorties. Et éventuellement, vous pouvez aussi cocher les intervalles de confiance autour des coefficients de régression partielle. On va commencer par analyser la sortie qui se rapporte au test du modèle global, qui, comme vous le savez, est la fameuse sortie Overall Model Test. Et on va retranscrire les résultats du test en respectant les normes EPI. Il s'agit d'une statistique F. Cette dernière est toujours associée à 2 degrés de liberté. Le premier correspond à PA moins PC et est indiqué ici. Le deuxième correspond à N-PA, dans la mesure où il y a 120 sujets dans la base de données et 3 paramètres dans le modèle augmenté, bêta 0, bêta 1 et bêta 2, ce deuxième degré de liberté vaut 117. J'indique ensuite la valeur de la statistique F, indiquée ici et valant 6749. Et après avoir mis toutes les informations qui se rapportent à la statistique F, je vais mettre un point-virgule et ajouter les informations qui se rapportent à la p-valeur. Comme je le vois ici, la p-valeur est inférieure à 0.001 et si je travaille avec un risque alpha à 5%, comme c'est très souvent le cas, je vais conclure au rejet de l'hypothèse nulle dans la mesure où la p-valeur est inférieure à 0.05. Étant donné que l'hypothèse nulle du test du modèle global dit qu'aucun des prédicteurs n'apporte significativement quelque chose au modèle, en rejetant cette hypothèse, je conclus au fait qu'au moins un des prédicteurs permettra de réduire significativement l'erreur de prédiction. Dans la mesure où il s'avère qu'au moins un de mes prédicteurs apporte significativement quelque chose au modèle en ce sens qu'il permet de réduire significativement l'erreur de prédiction, je vais faire les tests d'un prédicteur au-delà des autres. Gardez à l'esprit que nous avons défini des hypothèses de type unilatéral pour ces prédicteurs. Il faudra donc d'abord vérifier si le coefficient va bien dans le sens attendu par rapport à nos hypothèses, et en fonction du fait que les résultats aillent ou pas dans le sens des attentes, transformer adéquatement la p-valeur. Vous savez que les sorties incluant les statistiques F et les sorties incluant les statistiques T donnent des résultats parfaitement consistants d'un point de vue mathématique, puisque vous savez que la statistique F sera toujours égale au carré de la statistique T correspondante et que peu importe la statistique utilisée, on aura les mêmes p-valeurs. Ceci dit, la valeur de la statistique F sera toujours positive puisqu'il s'agit d'un nombre élevé au carré. Au contraire, la statistique T aura un nombre qui pourra être soit positif, soit négatif. Et le signe de la statistique T sera le même que le signe du coefficient de régression partielle.
Je vous rappelle que nous avions défini comme hypothèse que tant β1 que β2 devaient être positifs. Nous allons commencer par regarder si les résultats vont dans le bon sens avant de décider si oui ou non on peut valider l'hypothèse qui se rapporte à chacune des composantes de la relation. Pour rappel, les p-valeurs fournies par Jamovi sont toujours des p-valeurs qui se rapportent à des hypothèses de type bilatéral. S'il s'avère que les résultats vont dans le sens des attentes, je devrais transformer la p-valeur qui se rapporte à une hypothèse donnée en la divisant par 2. Si au contraire les résultats vont dans le sens opposé aux attentes, eh bien je devrais calculer 1 moins p sur 2. Je vais le faire tout de suite pour les deux composantes de la relation, en commençant par la composante linéaire, pour laquelle voici le coefficient de régression partielle. Il s'avère qu'il est négatif, or d'après mes attentes, il devait être positif. Je vais donc transformer la p-valeur en calculant 1 moins 0,077 divisé par 2, et cela me donne 0,9615. Attention aussi au fait que les degrés de liberté ne sont pas rappelés dans cette sortie, mais comme vous le savez, compte tenu du lien qui existe entre la statistique t et la statistique f, le degré de liberté associé à la statistique t sera toujours égal au deuxième degré de liberté associé à la statistique f. Il vaudra donc 117. Je peux donc noter que la statistique t associée à 117 degrés de liberté vaut moins 1,78 et qu'elle est associée à une p-valeur de 0,9615, ce qui est largement au-dessus du risque alpha et m'amène donc à conclure au non-rejet de l'hypothèse nulle. En ce qui concerne la composante quadratique de la relation, les résultats vont bien dans le sens des attentes puisque, conformément à ce que j'espérais, le coefficient de régression partielle est positif. Je vais donc devoir diviser la p-valeur fournie ici par 2. Et cela me donne statistique t associée à 117 degrés de liberté est égale à 32,17 et est associée à une p-valeur qui est inférieure à 0,001. Pour bien mentionner le fait que je n'ai pas oublié que je devais diviser la p-valeur fournie par le logiciel par 2, je vais rajouter une mention divisée par 2. Et si jamais ça vous arrivait en situation réelle, je vous demanderai de noter la même chose pour bien nous montrer que vous avez pensé au fait qu'il fallait transformer la p-valeur fournie par le logiciel. Dans la mesure où cette p-valeur est largement inférieure au risque alpha, elle m'amène à conclure au rejet de l'hypothèse nulle. Attention, le fait que le test qui se rapporte à la composante linéaire de la relation est non significatif ne veut en aucun cas dire qu'il n'y a pas de composante linéaire à la relation entre la mélanine et l'exposition. Ça veut simplement dire que la composante linéaire de la relation ne constitue pas une plus-value dans un modèle qui inclut déjà la composante quadratique. Ou dit autrement, dans un modèle qui inclut ce prédicteur exposition au carré, rajouter le prédicteur exposition ne permet pas d'encore réduire significativement l'erreur de prédiction. On pourrait faire un petit graphique, d'ailleurs on aurait éventuellement dû le faire déjà bien plus tôt pour appréhender la situation. Je vais me rendre dans Exploration Scatterplot. Je place la mélanine sur l'axe des Y, puisqu'il s'agit de la variable dépendante, et l'exposition sur l'axe des X. Vous voyez ce graphique, il ressemble très fort à ce qu'on avait prédit, et il me conforte bien dans l'idée qu'il y a bien une composante linéaire positive ainsi qu'une composante quadratique positive dans la relation. Nous sommes donc ici dans un cas de collinéarité très forte entre les deux variables. Il y a visiblement une très forte redondance entre nos deux prédicteurs. Les deux expliquent une grande part de la variabilité de la VD, mais une part très commune. D'ailleurs, si vous faites des tests de corrélation séparément pour voir la relation linéaire entre l'exposition et la mélanine d'une part et la relation entre l'exposition au carré et la mélanine d'autre part, vous aurez certainement deux coefficients de corrélation qui seront très forts et très positifs tous les deux. Pour conclure cette vidéo, on va noter l'équation du modèle augmenté. Je tente de prédire le score de mélanine, j'indique l'accent circonflexe pour mentionner que je vais écrire l'équation qui se rapporte à la prédiction du score de mélanine et pas au score vrai. Bêta 0 vaut 0,18. Le coefficient de régression partielle associé à la composante linéaire de la relation vaut moins 0,057. J'écris donc moins 0,057 fois l'exposition. Le coefficient de régression partielle associé à l'exposition au carré vaut 0,034. Je rajoute donc plus 0,034 fois exposition au carré. À présent, si je veux utiliser cette équation, eh bien, je n'aurai qu'à remplacer expo et expo carré par les valeurs adéquates. Si par exemple, je me demande quelle sera la production de mélanine d'une personne ayant été exposée 100 heures aux rayons du soleil, je remplacerai exposition par 100 et expo 2 par 100 au carré. Et cela me fournira la réponse. Et voilà qui conclut cette vidéo sur les régressions non linéaires.